Donc là, si tu me disais tout à l'heure que tu avais peut-être ramené ta boule de cristal dans ton sac, tu sors la boule de cristal, tu regardes ce qui se passe en 2025, on va dire 2025-2026. Qu'est-ce qu'à ton avis doit faire un investisseur particulier pour se positionner correctement, nonobstant de tout ce qu'on vient de dire et de tous les facteurs macroéconomiques qui nous impactent? Alors bien sûr, ça dépend de son horizon de placement, hein. Comme je l'évoquais tout à Ouais. l'heure, sur du long terme, actions, or, immobilier, crypto-monnaie si on comprend, parce que c'est pas Tu crois, toujours toi, évident. au Bitcoin? Et C'est moi, vraiment une valeur refuge? écoute, moi j'ai fait mon mea culpa, c'est-à-dire qu'effectivement, moi on m'a proposé du Bitcoin quand il fallait 1 $. C'est ce que je veux dire. Moi je l'aurais peut-être pas gardé jusqu'à aujourd'hui, hein, Tu as mais peut-être perdu la clé. j'aurais perdu la clé, j'en sais rien. Mais je m'étais dit, c'est pas possible, on va légiférer ce truc-là. C'est pas possible de laisser un truc comme ça s'installer. Surtout que toi, je veux dire, tu es économiste, donc tu as bien compris la puissance aussi, l'impact que ça peut avoir sur le Mais dollar, c'est ça, c'est ça. Et c'est ça la le banque paradoxe centrale. par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure sur Trump. Ouais. On dit, ouais, Trump, il est pro en crypto, donc ça va Ouais, c'est vrai que c'est cartonner. très paradoxal. Sauf que Trump, ce qui compte, c'est America First. Si le Bitcoin remplace le dollar dans les réserves de change, les Américains, ils sont morts. Donc quelque part, est-ce qu'il n'est pas en train d'introduire le poison dans le... C'est louche, il faut réfléchir à ça. C'est-à-dire que pour les Américains, ce qui compte, c'est les États-Unis. On le sait, hein, depuis toujours. Mmh. Hein. Donc, si jamais il y a un concurrent au dollar, même si c'est une crypto-monnaie, à mon avis, ils vont pas la laisser vivre. Vraiment, donc, il faut être prudent. Parce qu'il y a quand même un moment, il y a des forces de rappel. Tu vois. Et donc, moi, c'est ça qui me gêne. Parce que moi, j'ai besoin, comme j'évoquais tout à l'heure, de maîtriser, effectivement. Quand je fais des prévisions, j'ai besoin de m'appuyer sur quelque chose, soit sur une réalité économique, etc. Donc là, c'est très compliqué sur les crypto-monnaies parce que il y a une réalité effectivement économique, des flux, hein, ça c'est sûr. Mais d'un point de vue de la croissance, etc., quel est l'impact de la croissance sur les crypto-monnaies? Pas évident, tu vois. Sur les marchés actions, j'arrive plus ou moins. Donc, moi, je ne peux pas m'engager parce que, encore une fois, je n'ai pas les éléments pour faire des prévisions sur les crypto-monnaies. Donc on met de côté les crypto-monnaies. Non, je ne dis pas ça. Ceux qui ont envie d'en faire, très bien, mais je l'ai bien dit, il faut comprendre ce qu'on fait. Parce qu'il y a tellement, faut le dire, aussi énormément d'arnaques qui ont été créées Bien sûr, ouais. sur les crypto-monnaies. Hein, quelqu'un m'a envoyé un message là, sur YouTube il n'y a pas longtemps, il me disait qu'il avait acheté je sais pas quoi, il s'est fait avoir le pauvre chéri, il a tout perdu. Ah oui, moi j'ai vécu ça, si tu veux, avec la bulle des subprimes. Où là, pareil, tu avais des gens qui achetaient ce qui s'appelait à l'époque des SICAV monétaires dynamiques, tu vois. C'est-à-dire, vous avez bien que le nom, c'est intéressant un comme nom, oxymore, ouais. le nom, il y a un problème. Donc, SICAV monétaire, ça veut dire sans risque. Dynamique à rendement élevé, ça n'existe pas, ça. D'où vient le rendement? Il vient d'un risque. On ne le voyait pas. Alors que monétaire, normalement, tu n'as pas de risque. Et les mecs ont perdu leur chemise. Parce que c'est pas que tu as perdu 20%, tu as tout perdu. Quand les subprimes ont explosé, l'actif sous-jacent, il valait zéro. Donc, l'actif produit valait zéro également. Tu vois, donc, voilà. En fait, c'est ça. C'est que quand tu as un peu de vécu, voilà, j'ai un peu de vécu parce que j'ai 30 ans de carrière par définition. J'essaye de rester jeune quand même, malgré tout. Tu l'es. T'es gentil. Mais c'est vrai qu'il faut rester jeune parce qu'il faut rester justement up-to-date. Il faut regarder la réalité. Il faut être sur le terrain. Voilà. Moi, ma force depuis toujours, c'est d'être sur le terrain. Comme quand j'étais sur ma salle des marchés, j'allais faire mes conférences auprès des banques populaires, en région. Ça, c'est important de voir la réalité du terrain, tu vois. Et donc, là, aujourd'hui, il faut être prudent, ne pas oublier ce coût de rendement risque. Donc, on peut en avoir, mais voilà, il faut connaître l'ampleur du risque. Donc voilà, sur le long terme, pour répondre à ta question, or, action, immobilier. Alors, l'immobilier, c'est plus compliqué parce que la baisse n'est pas finie en France. Et c'est le premier truc qu'on taxe aussi. Et là, c'est vrai que quand tu vois quand même les chiffres de l'INSEE, hein, sur l'investissement logement des ménages, on a eu 13 trimestres consécutifs de baisse. C'est à croire que les pouvoirs publics ont fait exprès, quoi. Quand tu as 13 trimestres de baisse d'un actif, parce que, comme le dit le dicton, quand le bâtiment va, tout va. Ça veut dire quand il ne va pas, rien ne va plus. Donc, tu vois ce secteur phare de l'économie qui s'effondre. Fait quelque chose. Non. On a attendu 13 trimestres de baisse. Et encore aujourd'hui, on te dit, on va le taxer encore davantage. Ils sont complètement fous. Donc voilà, peut-être pas en France l'immobilier, pas tout de suite. Je pense que ça reviendra en 2026, mais pas avant. Là, je pense que c'est encore un petit peu tôt. Donc, après, il y a les marchés obligataires. Surtout pas. Là, c'est les taux augmentent. Voilà, comme les taux d'intérêt augmentent, ça fait baisser les Bien cours. sûr. Bon, sur certaines belles entreprises, pourquoi pas, sur des échéances courtes, là, on peut garder ce qu'on appelle des indicateurs, des obligations corporate, sur 3-4 ans, des belles boîtes qui servent un bon taux d'intérêt, pourquoi pas, hein, bon, ça peut servir. Donc voilà, ça on peut garder, mais pas d'obligation d'État. Surtout pas d'État français, parce que là, ça peut être très dangereux. Donc évidemment, l'or, je l'ai évoqué, ça je pense que ma fameuse poire pour la soif, je le dis à chaque fois,
c'est toujours important. Et ça c'est vrai qu'on me dit, pourquoi pourquoi vous ne mettez pas tout en or? Moi, mes 15% en or, mon portefeuille, structurellement, j'ai toujours fait ça. Ça T'achètes suffit. de l'or, c'est quoi? C'est de l'or physique? C'est Si on peut, l'or physique, c'est bien. des valeurs aurifères? C'est de l'or papier? Moi, je pense que l'or physique, c'est mieux. Si on peut, Ok, l'or physique, bien c'est sûr. mieux. Après, il faut stocker, c'est toujours le C'est un peu problème. plus contraignant. C'est un peu contraignant, mais c'est mieux. On ne sait jamais. Mais bon, si on n'a pas le choix, on peut prendre de l'or papier. Il faut faire attention aux frais également, parce que là, il y a Bien pas sûr, mal de frais aussi. Il y a des ETF or. ETF, ça peut être pas mal également. Voilà. Sinon, oui, alors, il y a également un risque change important. Donc, moi, j'avais conseillé justement le dollar et le franc suisse il y a un an. Je pense que ça peut toujours être intéressant, notamment le dollar, parce qu'il est quand même mieux rémunéré que l'euro, et il le restera. Donc, pourquoi pas? Ça va être intéressant. Et là aussi, je le dis parce que j'ai beaucoup de questions. Souvent, on me dit, oui, mais c'est pas normal, ma banque refuse de me faire un compte en devise. C'est pas normal. Faut changer de banque. Et voilà. Il faut faire jouer la concurrence sur les banques. Mais voilà. Et surtout, faites attention quand même aux conseillers un petit peu farfelus, etc., qui vous promettent monts et merveilles. Voilà, il faut des gens sérieux. Et donc, sur la partie boursière, toi, tu vois quoi là? Oui. Sur la partie boursière, moi, je pense en 2025, une année de temporisation. Voilà, donc, il y aura volatilité va rester forte. Donc, on va décaler, comme on dit. Voilà. Mais je pense qu'il y aura quand même des phases de baisse régulières. Donc, et avec, je pense, sur le CAC 40, une année encore de baisse, malheureusement. Mais de baisse. Et sur les Parce US? alors, sur les US, je pense que ça va dépendre de Trump. Les mesures qui vont être prises par Trump. Mais Après, il globalement, veut baisser les impôts sur les sociétés. Ça, voilà. c'est automatique. Alors, je pense qu'il y aura encore une année d'augmentation. Le problème, c'est la valorisation. Ouais. Valorisation, il y a ce qu'on appelle les price earning ratio, comme tu connais bien. Donc, les PER sont sur des niveaux très élevés. Donc, jusqu'où ça peut monter? Les arbres ne montent pas au ciel. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué d'acheter des valeurs. On sait qu'elles sont très chères. Donc, peut-être sur du long terme. Parce que moi, je dis, les actions aujourd'hui, je pense qu'en 2025, une année peut-être flat, en baisse peut-être certainement en France. Mais sur du long terme, ça redeviendra intéressant. Et surtout, il y a des dividendes. Donc, on prend des entreprises qui font des dividendes. C'est déjà ça de gagner, bien entendu. Donc ça, je pense que c'est... voilà. Et puis, comme je dis souvent, carpe diem aussi. Il ne faut pas qu'épargner. Il faut aussi consommer, profiter de la vie. Parce que si demain, on taxe encore plus notre épargne, voilà, ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc, je conseille toujours de faire ça. Parce que quand je vois ce qui se dessine aujourd'hui sur la France, malheureusement, avec cette tentation d'augmenter les impôts, moi, ça qui m'inquiète sur l'épargne. Je pense pas qu'ils vont ponctionner comme ça dessus. Parce que ça me paraît compliqué. Mais par contre, ils peuvent augmenter l'imposition, évidemment, sur l'épargne. Et tout type d'épargne. Ne Bien croyez sûr, pas. Personne n'est protégé. Et ça, c'est très dangereux. Donc, c'est dommage. L'assurance vie, c'est simple, c'est l'enveloppe d'investissement préférée des Français. Le problème, c'est que la plupart des contrats sont bourrés de frais. Frais de versement, frais de gestion, frais de contrat, frais de support, frais d'arbitrage. C'est un véritable millefeuille indigeste auquel vous allez faire face. Combinés, ces frais peuvent vite atteindre plus de 3% par an pour les acteurs traditionnels comme les grandes banques. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, 3% par an, c'est près de 60% de manque à gagner sur 30 ans. C'est exactement pour cette raison que j'ai lancé un contrat d'assurance vie avec des frais bas. Les frais de gestion commencent à 0,99% et évoluent en fonction de votre abonnement Finari. C'est simple, ce contrat, c'est l'un des moins chers sur le marché pour la gestion profilée. Et pour les fans de gestion libre, cette dernière arrive bientôt avec des frais encore plus bas et surtout, si vous souscrivez à une gestion profilée aujourd'hui, vous pourrez bien sûr passer à la gestion libre lorsqu'elle sera disponible. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran afin de démarrer l'ouverture de votre contrat. On a posé des questions aux abonnés, à mes abonnés sur X notamment. Il y a une question que je trouvais très intéressante, c'était est-ce que en Europe, tu vois un scénario avec un retour aux monnaies nationales? Et je veux pas du tout faire attiser la haine ou parler de politique, mais c'est vrai que c'est un scénario qui paraissait impossible il y a quelques années. C'est pas débile là. Écoute, j'avais écrit un livre en 2012 qui s'appelait « Quand la zone euro explosera ». Ok, tu l'avais annoncé. C'est-à-dire, non, mais c'était un livre d'économie fiction, pour tout te dire, tu vois. Donc, t'expliquais un petit peu l'évolution économique. Puis après, ça se terminait justement avec la fin de la zone euro. Et je disais simplement, si on ne fait rien, c'est-à-dire si on ne change pas la zone euro telle qu'elle existait à l'époque, c'est inévitable ce scénario. C'est quoi le problème fondamental Le problème fondamental, c'est que la zone euro, quand on fait une zone monétaire, ça n'a de sens que si ça devient ce qu'on appelle une zone monétaire optimale. Ça veut dire avec une parfaite intégration, une harmonisation des conditions fiscales, des conditions réglementaires, des marchés du travail, un budget fédéral. Tu vois. Ça, évidemment, on ne l'a pas fait. Et c'est même l'inverse qui s'est produit, parce qu'on a fait exactement le contraire. Tous les pays ont fait du dumping fiscal, chacun a baissé les impôts à droite à gauche. L'Irlande, même l'Italie dernièrement, le Portugal, etc. Donc, mais ils ont bien fait. Ils ont bien fait. Et à la fin, dès qu'il y avait un problème, Madame la BCE, faut payer, faut faire la planche à billets.
Non, mais il y a un problème. Et maintenant, les Allemands, là, ils commencent à ruer dans les brancards. Parce que qui a financé quand même ça? C'est aussi les Allemands. Il faut quand même être honnête. Alors, même s'ils ont profité de la zone euro parce que, justement, ils avaient plus le Deutschmark qui était trop fort par rapport aux autres monnaies. Donc, ils ont pu vendre plus facilement, entre guillemets. Mais eux, leur marché, de toute façon, sur l'export, c'est au-delà de la zone euro. Donc, c'était pas un enjeu déterminant pour eux. Donc, non, encore une fois, la zone euro, ça aurait pu fonctionner. J'y ai cru. Là aussi, j'ai fait mon mea culpa plusieurs fois. J'y ai cru. Comme beaucoup, hein. On a fait exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire. Et ça a été également une volonté politique, une erreur politique. C'était le couple à l'époque Chirac-Jospin. En fait, les Allemands, à l'époque, quand on a créé la zone euro, voulaient une petite zone euro, avec 6-7 pays qui respectent les règles. Donc là, c'était jouable. Et la France dit non, nous, on veut une grosse zone euro, comme ça, on ne sera pas les derniers de la classe. C'est-à-dire nous, les Français, tu vois. Et c'est ce qui s'est produit, mais ça n'a aucun sens. Tu as des pays tellement différents dans la zone euro que tu ne peux pas aujourd'hui avoir une monnaie unique. Tu comprends? Et surtout, avec les écarts de déficit public que tu as entre les différents pays de la zone euro. Ça ne peut pas fonctionner. Et justement, j'ai fait une petite vidéo il y a quelques mois sur ça, pour voir les pays qui respectent aujourd'hui les deux principaux critères qui sont la dette publique et le déficit public. Alors, pour la dette publique, j'étais sympa, j'ai mis 80% du PIB, 60%, alors là, il n'y a plus personne. Et il y a seulement 9 pays qui respectent les règles. Et évidemment, la France n'est pas dedans. Tu sais comment? Qui respecte les deux règles. La France, elle respecte ni l'une ni l'autre, d'ailleurs, comme règle. Et c'était quoi, c'est 3% du déficit, l'autre? 3% de déficit, oui, tout à fait. Ça, c'est jouable parce que, encore une fois, même 3% de déficit public, c'est très sympa. Parce que normalement, un bon déficit, c'est 0, voire un excédent. Ouais. Tu vois, donc c'est comme ça que la théorie keynésienne de relance, hein, d'ailleurs, fonctionne comme ça. On l'a oublié en France, mais Keynes, il a toujours dit que c'est lui qui a donc fait les premiers déficits publics lors de la crise de 29. C'est lui qui a conseillé Roosevelt en disant on va faire une relance budgétaire, donc un déficit public. Et il a dit après, dès que la croissance revient, on doit réduire le déficit pour avoir un excédent public, ce qui permettra de relancer la machine lors de la prochaine crise. Mais ça, nous, en France, on l'a oublié, parce que le dernier excédent date de 74. Donc, tu vois, pour faire une relance, on n'a plus les moyens. Donc, c'est ça le drame.